Capsule B maintenant, c'est la loi de Newton et le bilan énergétique. Vous devez être capable de faire absolument tout ce que je vais faire parfaitement par cœur. Cette capsule B, elle parle de la courbe de refroidissement. Il existera une dernière capsule un tout petit peu plus délicate, mais finalement qui vous permettra de mieux comprendre encore tout ce qui concerne la loi de Newton et le bilan énergétique. On va commencer ensemble par étudier un système suivant. Donc on va commencer déjà par présenter la méthode de résolution obligatoire à connaître. On commencera par définir le système et le thermostat. À savoir que le système, c'est celui qu'on étudie, le thermostat, c'est un système très grand dont la température ne change pas. 2, on fera la schématisation de la situation physique. Enfin, on identifiera les échanges thermiques mis en jeu et on effectuera les hypothèses de travail. On appliquera le premier principe de la thermodynamique. On utilisera l'équation différentielle de la température grâce à la loi de Newton. Et enfin, on trouvera l'équation différentielle, point méthodologique, la solution de l'équation différentielle. Et on trouvera l'évolution de la température en fonction du temps. Donc on va commencer par s'intéresser ici à de l'eau. Donc c'est tout simplement de l'eau à une température donnée, admettons 80 degrés, et on s'intéresse à un système où on va refroidir l'eau contenue dans un verre. Elle va se refroidir naturellement, puisqu'elle est en contact avec l'air, le verre étant posé sur une table en bois, totalement isolante. On va supposer évidemment que l'air va refroidir l'eau. Première chose, nous devons définir le système. On considère évidemment ici l'eau plus le verre très fin, à la température initiale θ0. 2 et 3, le thermostat ici c'est un système très grand dont la température est constante. Ici c'est l'air évidemment, à la température constante θr. Donc bien comprendre que la température de l'air est environ par exemple à 20 degrés, tandis que la température intérieure de l'eau est à 80 degrés. Et c'est pour cela que ça va se refroidir. On choisit de penser que la table est un isolant thermique. On imagine que le verre est très fin et qu'il est en verre. De telle sorte qu'on imagine que quand on tient le verre euh, en contact avec l'eau très chaude, eh ben on a cette sensation que le verre est extrêmement chaud et à la même température que l'eau, ce qui fait qu'on considère que le verre n'a quasiment pas d'influence. Et donc l'air refroidit aussi bien l'air, va refroidir aussi bien à la surface de l'eau aussi que sur les côtés. Le transfert thermique aura lieu uniquement par convection, c'est-à-dire qu'on choisit d'imaginer que le transfert thermique par conduction est négligeable, puisque c'est du bois, c'est donc isolant. On a simplement ici le système cède de l'énergie thermique par des transferts thermiques par convection. C'est tout à fait ce que j'étais en train de définir. Et donc on imagine que l'air vient effleurer les parois du verre pour le refroidir. Hypothèse de travail, donc tout ça vous le dessinez propre pain. On va donc définir les hypothèses de travail. Première étoile, on est obligé de supposer que le système est incompressible, et c'est plus que logique, puisque l'eau ici, le volume d'eau ne va pas varier, que l'on soit entre 80 et 20 degrés, ça ne va avoir aucune conséquence. On suppose aussi que les transferts thermiques par rayonnement sont négligeables. On supposera que le verre est très fin pour négliger sa capacité thermique, et donc pour ne pas en prendre en compte le verre. On négligera évidemment les pertes par conduction entre le verre et la table. Donc tout ça, ce sont des hypothèses de travail ultra importantes pour comprendre évidemment que notre modèle ici reste valable sous certaines conditions. Enfin, on suppose que la table est un bon isolant thermique. On limite les transferts thermiques par conduction, comme je le disais tout à l'heure. Enfin, on va appliquer maintenant le premier principe de la thermodynamique entre deux instants très courts. Ça ne change pas notre étude. Delta U égale donc W plus Q. À savoir que ça s'appelle la variation de l'énergie interne, ça c'est le travail des forces de pression, et ça c'est ce qu'on appelle l'énergie thermique. Le travail des forces de pression, comme nous l'avions vu dans la capsule A, c'est moins P fois delta V. Or, nous savons que si le système est incompressible, et ici l'eau a un volume qui ne change pas, on pourra écrire du coup que W est égal à 0 joule. Ce qui nous permet de rappeler que l'énergie thermique s'écrit sous la forme Q égale Q reçu plus QCD. Ainsi, on a directement le premier principe de la thermodynamique dans le cadre d'un système incompressible, delta U égale Q. On peut réécrire ça comme étant la variation d'énergie interne, et ça, c'est l'énergie reçue plus l'énergie cédée. Je rappelle que ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Et cette énergie cédée, ici, existe, tandis que l'énergie reçue, l'eau, ici, ne reçoit rien. Donc, ce terme-là est égal à 0. Ainsi, l'énergie est seulement égale à l'énergie cédée. En effet, l'eau va se refroidir tout au long de son étude. On va passer de 80 degrés finalement, au bout d'un certain
temps, même qui est très lent, ça va arriver à 20 degrés, c'est-à-dire la température de l'air. On peut donc considérer que l'eau ne reçoit rien. Ainsi, l'énergie est bien cédée et sera négative. On pourra utiliser maintenant la loi Newton, rien à voir avec la loi évidemment en physique sur la mécanique. Là, c'est une loi de Newton qu'on appelle une loi phénoménologique, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas la démontrer par des outils mathématiques. Elle répond plutôt bien à l'expérience. Cette loi de Newton est liée à la convection. Le flux thermique, ici, est directement lié au transfert par convection. H s'appelle le coefficient de convection. S, c'est la surface en contact avec le thermostat. Et donc, c'est lié aux surfaces de convection, au transfert par convection. Et enfin, on a la variation de la température ici. Θ, c'est la température en degrés. Alors, on peut plutôt écrire variation de température, merci. Astuce, prenez toujours le temps de regarder le signe du flux. Il est plus facile de raisonner sur l'énergie thermique que sur un flux. Cependant, on voit bien que la température du thermostat ici, c'est la température de l'air et c'est environ 20 degrés, moins la température du système qui va se refroidir à 80 jusqu'à 20, on voit que ce terme est négatif. Donc bien considérer ici que le flux, c'est un flux cédé finalement, et qu'il sera négatif. Ainsi, on va pouvoir rappeler quelques ordres de grandeur de coefficient de convection. Pour de l'air naturel, il est environ égal à 10. Ce sont des ordres de grandeur. L'air ventilé, il suffit de multiplier par 10, ça fait 100. Pour l'eau naturelle, c'est environ 100. Et pour l'eau dans un courant d'eau, c'est environ 1000. Donc à chaque fois, on multipliera par 10. Retenez donc que si on veut établir l'équation différentielle de la température θ grâce à la loi de Newton, on reprend donc que l'énergie, la variation de l'énergie interne est égale à l'énergie cédée. Et cette énergie cédée, c'est bien de l'énergie cédée par convection ici. Donc grâce à la loi de Newton, on voit qu'on peut réécrire ça comme étant la variation d'énergie interne est bien égale au flux fois la variation du temps cette fois. On retiendra donc que m fois c fois delta θ est égal à hs. On vérifie bien que ce terme est bien négatif et ça correspond bien à une énergie cédée. Une petite chose importante, c'est qu'on voit bien que le delta t, je peux le passer de l'autre côté. Et ça nous donne delta t sur delta θ. Rappelez-vous que nous avons voulu appliquer le premier principe de la thermodynamique entre deux instants très courts. Ainsi, on se rappelle très bien que nous, en mécanique, quand on veut l'accélération, c'est la variation de vitesse par rapport à la variation de temps. Si le temps devient très court, donc pour des petites variations, on a la dérivée de la vitesse par rapport à la dérivée du temps. Ainsi, ça va nous donner, entre deux instants très courts, entre t et t plus dt, la masse fois la capacité thermique est égale à la dérivée de la température θ par rapport à la dérivée du temps. Et c'est égal à hs, θ thermostat moins θ t. On peut évidemment remplacer θ thermostat par θr ici, ce que j'ai fait ici. Et ainsi, cette équation différentielle, j'ai bien la m fois c qui passe de l'autre côté, ça fait hs sur mc. Je peux évidemment multiplier membre à membre pour avoir hs sur mc fois θr moins hs sur mc fois θ. On voit que ce terme étant négatif de l'autre côté, il devient positif et on a bien une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Cette équation différentielle, elle peut s'écrire sous la forme dθ sur dt plus alpha θ égale bêta, avec alpha égale 1 sur tau. Tau, c'est la constante, pas de temps, mais on pourrait l'appeler la constante de temps, c'est la durée caractéristique du refroidissement, c'est hs sur mc. Et bêta, c'est directement égal à hs sur mc fois θr. Donc ici, on a bêta. Tau s'appelle la durée caractéristique de refroidissement. Comment retrouver donc la solution de cette équation différentielle? Très facile. Il suffit de faire comme nous le faisions en physique sur charge et décharge d'un condensateur. Ça, c'est l'équation différentielle du premier ordre avec second membre. Alors la solution s'écrira θ de t, donc la température dépend du temps, c'est égal à a exponentielle moins t sur tau plus b. Ainsi, nous on sait que θr, que b était égal à θr, on peut donc en déduire que la température à t égale à 0, c'est bien la solution mathématique qui est égale à la solution physique. On retrouve A, comme nous le faisons à chaque fois en mécanique, en électricité sur la charge et décharge d'un condensateur. On retrouve A grâce aux conditions initiales. Et grâce à la condition initiale, on trouve A égale θ0 moins θr.
de telle sorte que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous cette forme. À savoir retrouver, bien entendu. Savoir représenter l'évolution, pour cela on utilisera les deux limites. Quand t égale à 0, je remplace par t égale à 0 et je trouve θ 0. Quand t tend vers l'infini, je trouve θr. Ainsi, la solution de la courbe que l'on obtient, c'est une courbe qui est une loi de refroidissement. On voit bien que ça se refroidit exponentiellement, dont la température à t égale à 0, c'est la température de l'eau, et finalement, elle atteint évidemment, au bout d'un certain temps, la température de l'air. La constante de temps peut se déterminer par la tangente à l'origine. Attention ici, le taux se retrouvera lorsque la tangente à l'origine coupe l'asymptote. Ainsi, taux est ici. Et ça nous permet d'avoir la durée caractéristique de refroidissement. Voilà, cette capsule est terminée. Maintenant, je vous propose de tout reprendre et de tout comprendre. Il faut être capable de le faire parfaitement.